Missiles en approche, radars verrouillés, impact dans quelques secondes. Et pourtant, les porte-avions américains ne coulent pas. Ce n'est pas à cause de leur taille, ni même à cause des avions sur le pont. Ce sont les armes cachées. À première vue, ces navires semblent déjà inarrêtables. Les porte-avions américains disposent des groupes aériens les plus puissants de la planète, jusqu'à 75 appareils allant des chasseurs furtifs F-35 et des Super Hornet aux avions de guerre électroniques et aux plateformes radars aéroportées. Cela fait d'eux la force navale la plus dominante dans la guerre moderne. Mais ce n'est pas ce qui les maintient en vie. Sous les radars, littéralement, ces porte-avions sont équipés de systèmes conçus pour détecter, brouiller, intercepter et détruire les menaces entrantes avant qu'elles n'atteignent le navire. Une fois que vous voyez comment ces armes cachées agissent ensemble, vous comprenez pourquoi aucune marine moderne n'a pu en couler un. Alors, regardons les 5 principales armes cachées sur les porte-avions américains et comment elles se combinent pour former un ensemble qui dépasse la somme de ces parties déjà redoutables. Maintenant, la première arme de notre liste est le centre nerveux de toute la défense du porte-avions, le système d'autodéfense du navire, ou SSDS. Voilà le truc. Malgré toute cette puissance offensive sur le pont, ces énormes navires de guerre de 100 000 tonnes doivent toujours être capables de se défendre contre les missiles, drones et torpilles entrants. Bien sûr, des chasseurs armés de missiles RR peuvent être envoyés en interception contre les menaces en approche. Les FA-18EF Super Hornet ou F-35C Lightning II en alerte à 5 minutes sont ravitaillés, armés et prêts pour précisément ce scénario, et peuvent être en l'air en moins de 5 minutes. Mais que faire si vous n'avez pas 5 minutes, ou si le porte-avions est attaqué par un essaim trop important, pour que les chasseurs en alerte à 5 minutes puissent y faire face à temps? Alors, il est temps de passer aux choses sérieuses. Les porte-avions américains ont des défenses embarquées à plusieurs niveaux, dont le SSDS est le cœur. En plus de défendre les porte-avions américains, c'est aussi le principal système de combat pour la défense anti-aérienne et anti-missile sur ces grands navires amphibies, en particulier ceux qui ne sont pas protégés par le système Aegis. Regardez ce qu'il fait. Le SSDS intègre et coordonne tous les différents capteurs, armes et contre-mesures à bord du porte-avions. Processus complet de détection, suivi et évaluation. Avec tous les capteurs et la puissance de feu du navire à sa disposition, il peut alors répondre automatiquement aux menaces comme les missiles de croisière anti-navires, les avions et les drones, et cela en un clin d'œil. Franchement, il peut gérer les menaces entrantes beaucoup plus rapidement et avec plus de précision que les humains ne le pourraient. Comme vous l'imaginez, il faut beaucoup de prouesses technologiques et d'ingénierie pour faire fonctionner un système aussi complexe et performant. Prenez par exemple le contrôle de tir automatisé. Il est piloté par le flux consolidé des données des capteurs. Et fusionner l'ensemble des capteurs actifs et passifs variés du vaisseau en un tout cohérent est déjà un exploit d'ingéniosité technique en soi. Les capteurs à bord d'un porte-avions américain incluent généralement le radar de recherche aérienne AN-SPS-49, un SPS-48OE, et le radar de recherche aérienne tridimensionnelle G3, un radar de recherche d'horizon SBQ-9B, un radar de recherche de surface SPS-67, un système radar de navigation et de veille de surface, SPS-73, un système de guerre électronique, SLQ-32, un système centralisé d'identification ami-ennemi, ou système CIFF, ainsi que les radars à double bande Spy 3 et Spy 4 sur les navires de la classe Ford. Cela couvre à peu près tous les aspects. Maintenant, le SSDS n'améliore pas les capacités de chacun de ces capteurs individuellement. En fait, il fusionne à la fois les capteurs actifs et passifs en une piste composite. Grâce à sa capacité d'engagement coopératif, CEC, il peut suivre les données de capteurs d'autres navires, d'aéronefs de la flotte ou d'installations au sol, et les fusionner avec celles embarquées. Cette configuration offre plusieurs avantages. La piste unique améliore nettement le suivi automatique, notamment contre les missiles de croisière. Elle offre aussi des réactions plus rapides en combat littoral. Super utile! Mais accélérer le processus de détection et de suivi n'est que la première partie de ce que fait le SSDS. Voici pourquoi il apporte encore plus. Après avoir verrouillé ses cibles, il peut alors sélectionner automatiquement les armes appropriées pour les engager, puis tirer. Le SSDS contrôle toutes les armes hard-kill embarquées des porte-avions, dont nous parlerons dans un instant. Il gère aussi les options de neutralisation non létales, comme le lancement de leurres ou l'activation des équipements de guerre électroniques des porte-avions pour brouiller les projectiles. Comme beaucoup de systèmes d'armes américains, le SSDS est régulièrement modifié et mis à niveau pour faire face à des menaces en évolution.
La version actuelle est le SSDS Mark II qui possède 6 variantes, les modes 1 à 6 adaptés à différentes classes de navires. Les 10 porte-avions Nimitz de l'US Navy utilisent le mode, tandis que le mode 6 est dédié au porte-avions Ford. À présent, une nouvelle configuration est en cours de déploiement, appelée SSDS Baseline 12. Parmi d'autres améliorations avancées, la nouvelle configuration intègre le radar de surveillance aérienne SPI 6V 2V3 Enterprise, ou EASR. Elle inclut aussi une cybersécurité renforcée et une architecture virtualisée pour plus de résilience et de préparation. Elle intègre également la deuxième arme secrète impressionnante des porte-avions américains de notre liste, le nouveau Surface Electronic Warfare Improvement Program, ou QEEP Block 3. Ce système, également connu sous le nom d'ANSLQ 32V7, introduit des capacités avancées d'attaque électronique au système de guerre électronique ANSLQ 32, déjà présent sur les porte-avions américains. La guerre électronique, ou GE, consiste bien sûr à interférer avec les signaux qui guident et contrôlent les menaces ennemies entrantes, afin qu'elles manquent leur cible, soient éliminées ou capturées. En plus de ses fonctions défensives, la guerre électronique sert aussi offensivement à aveugler les radars ennemis et tromper missiles et drones de défense aérienne. Le système de guerre électronique ANSLQ-32, communément appelé SLEAK-32, est le principal système de guerre électronique embarqué utilisé par la marine américaine depuis la fin des années 1970, y compris sur tous les porte-avions américains. Il permet la détection précoce, l'analyse des signaux, l'alerte aux menaces et la protection contre les missiles anti-navires, en offrant une couverture complète des fréquences de menaces, une couverture azimutale instantanée, une probabilité d'interception de 100% et une réponse simultanée à de multiples menaces. Déjà parmi les meilleurs systèmes de guerre électronique, la mise à niveau QEEP Block 3 renforce encore son efficacité, comme une nappe de pétrole sur une plage immaculée. La mise à niveau CWIP Block 3 dote les porte-avions d'une capacité de neutralisation non cinétique à munitions illimitées contre les missiles de croisière anti-navires et menaces radio-guidées, sans intercepteur physique. Cela signifie que le porte-avions peut préserver ses armes cinétiques, très coûteuses et relativement rares pour un usage offensif, au lieu de les gaspiller à abattre des drones généralement bien moins chers. Le radar à balayage électronique actif, ou radar ESA, du système utilise des antennes en nitrure de gallium pour un brouillage large, bande à haute puissance, avec une couverture à 360 degrés. Et la portée et la puissance de ses capacités de détection élargies offrent une gamme étendue de réponses adaptatives précises face à l'évolution des menaces. Les portées exactes auxquelles la dernière mise à niveau peut détecter et engager des cibles sont classifiées. Il suffit de dire que le système détecte les avions et autodirecteurs radar de missiles avant qu'ils ne détectent le navire. Cela est dû au récepteur à haute sensibilité du CWIP Block 3 et à sa couverture de fréquences élargie, potentiellement jusqu'à environ 40 GHz, y compris les bandes d'ondes millimétriques. Cette plage ultra large permet une alerte ultra précoce et le ciblage des menaces comme les missiles anti-navires guidés par radar. Le Block 3 peut également fonctionner aux côtés de la suite Block 2, existante, offrant un brouillage coordonné au sein d'un système unifié pour la détection, l'analyse et les contre-mesures actives. Pour un système de guerre électronique, c'est vraiment impressionnant. Et ce n'est pas tout, c'est encore mieux. Cette antenne ESA puissante permet au Block 3 de générer des faisceaux étroits et focalisés pour des attaques électroniques, précises à longue portée. Les faisceaux peuvent brouiller ou tromper plusieurs autodirecteurs de missiles entrants et radars de ciblage simultanément, perturbant probablement les systèmes de guidage ennemis jusqu'à l'horizon radar et au-delà. C'est utile pour défendre le porte-avions et coordonner la défense de la flotte. En fait, le QEEP Block 3 est spécialement conçu pour une intégration plus poussée avec d'autres systèmes, y compris ceux qui ne sont pas encore développés. Grâce à son architecture ouverte définie par logiciel, il gère SIGINT, communication et radar, permettant aux États-Unis de l'intégrer facilement aux opérations maritimes distribuées et à tous les environnements de commandement et de contrôle interdomaine. Le QEEP Block 3 intègre aussi l'IA, la guerre électronique cognitive et les effets cyber pour contrer les menaces émergentes comme les essaims de drones. Et pour couronner le tout, il offre une évaluation des performances en temps réel grâce aux algorithmes Sparta, permettant au SSDS d'optimiser en continu l'efficacité des contre-mesures. Ce n'est sans doute pas l'arme la plus glamour comparée à un bombardier furtif, mais à l'ère des guerres technologiques, elle pourrait être l'élément le plus crucial de la défense d'un porte-avions américain. On peut le voir comme la seconde couche derrière le cerveau du SSDS avec la plus grande portée. Maintenant, parlons de puissance de feu,
Et passons à la troisième arme de notre liste, le missile RIM-116 Rolling Airframe Missile, ou RAM. Le RIM-116 est un missile surface-air léger, à réaction rapide et à guidage autonome, développé conjointement par les États-Unis et l'Allemagne. Il sert de système de défense ponctuel essentiel pour les navires de guerre, car il est spécialement conçu pour détruire les missiles de croisière anti-navires, les drones, les avions et d'autres menaces asymétriques à courte portée. Ce n'est pas un simple missile ordinaire. Sa popularité parle d'elle-même. Déployé pour la première fois en 1992 les trois variantes différentes, le RIM-116, ou Bloc 0, le 116B, ou Bloc 1, et le 116C, ou Bloc 2, sont opérationnels sur plus de 100 navires, dans les marines américaines, allemandes, japonaises, sud-coréennes, grecques, turques, égyptiennes, saoudiennes, émiraties, mexicaines et d'autres marines alliées. Cela inclut le déploiement sur tous les super porte-avions américains, où il sert de dernière ligne de défense. La variante Bloc 2, qui est actuellement en production en série, a une longueur de 2,88 mètres, un diamètre de 15,9 cm, une envergure de 32,1 cm et pèse un peu moins de 88,5 kg. Il vole à une vitesse supersonique non divulguée, à une portée légèrement supérieure ou inférieure à 10 km selon la variante, et transporte une ogive à fragmentation à haut pouvoir explosif contenant 3,6 kg d'explosifs. Fait inhabituel pour des missiles, il propose également 3 modes de guidage. RF-IR passif, uniquement IR, ou mode double, c'est-à-dire RF plus IR. En général, il utilise le guidage passif RF pour suivre les menaces, émettant des ondes radar, puis passe à l'infrarouge pour la phase terminale. Cela signifie qu'il est susceptible d'atteindre sa cible même si la menace cesse d'émettre. En fait, le RIM-116 offre une véritable capacité de type tir et oubli. Il ne nécessite aucune illumination radar ni guidage du navire après le lancement, ce qui réduit à la fois sa propre signature électronique et la charge de travail du SSDS. Le missile est lancé depuis le système de lancement de missiles guidés MK-49 et peut engager des cibles en quelques secondes après leur détection, ce qui est crucial pour son rôle de dernière ligne de défense. Le MK-49 s'adapte au pont encombré des porte-avions sans modification majeure et peut tirer 21 RIM-116 en salve, ce qui signifie que plusieurs menaces peuvent être engagées simultanément et presque instantanément. Inutile de dire que ce sont des caractéristiques convaincantes, d'autant plus qu'elles rendent le RIM-116 particulièrement efficace contre les missiles rasant la mer, qui sont notoirement difficiles à détecter et à atteindre. Ce missile est très efficace grâce à sa conception à cellules tournantes, lui donnant une agilité et une précision de guidage remarquables. Le RIM-116 tourne en vol, permettant à ses plans canards d'assurer un contrôle omnidirectionnel avec moins de pièces mobiles. Le Bloc 2 a 4 canards pour plus de contrôle, contre 2 sur les versions précédentes. En termes d'agilité, l'action de rotation permet au missile d'effectuer des virages rapides à forte accélération pour intercepter des menaces très manœuvrantes, comme des missiles antinavires supersoniques. La rotation améliore aussi nettement la précision du guidage. La rotation permet aux chercheurs RF passifs du missile de détecter la direction des réémissions radar entrantes en échantillonnant les signaux sur différents plans. En général, il faut des capteurs multiplans lourds, coûteux et complexes pour remplir le même rôle. L'action de rotation élimine le besoin de ces capteurs, rendant le RIM-116 moins cher et plus agile. Mais s'agissant de missiles avancés, voici ce que bon marché signifie. Le RIM-116 coûte environ 900 000 $ par unité, sans compter les coûts du navire, de la maintenance et du personnel. Mais avec un taux de destruction rapporté de 95%, il est facile de dire que cela vaut largement le prix. Après tout, c'est la dernière ligne de défense du porte-avions. Et comme vous l'avez probablement remarqué, ici dans l'émission militaire, nous ne faisons pas que répéter les mêmes points de vue sur les mêmes vieilles histoires, comme une chaîne militaire classique. Nous allons au fond des choses pour vous apporter les faits importants, ainsi qu'une analyse pour les comprendre. Alors, abonnez-vous à la chaîne pour la meilleure couverture de l'actualité militaire sur YouTube. Maintenant, comparé au RIM-116, notre quatrième super-arme cachée sur les porte-avions américains, se trouve à l'extrémité opposée du spectre de la défense. Aujourd'hui, la première défense d'un porte-avions repose sur des missiles longue portée comme les SM-2 et SM-6 lancés depuis les navires de son groupe aéronaval. D'un point de vue défensif, c'est précisément pour cette raison que des destroyers de la classe Harley-Burke sont inclus dans le groupe. Mais sur le porte-avions lui-même, l'ESSM Bloc 2 et le système d'armes cinétiques embarqué à la plus longue portée arrivent juste derrière. Trouvons un compromis et appelons cela la défense ponctuelle à moyenne portée du porte-avions. L'ESSM Bloc 2 ou
ou pour lui donner son nom complet, le Raytheon RIM 162, Evolved Sea Sparrow Missile Block 2, est un intercepteur embarqué à moyenne portée développé par Raytheon pour la marine américaine et les alliés de l'OTAN. Entré en service en 2020, c'est la dernière itération du programme Sea Sparrow de l'OTAN, conçu pour contrer un large éventail de menaces aériennes, y compris les missiles antinavires supersoniques manœuvrants. Il est en production à plein régime et opérationnel aux États-Unis, en Australie, au Canada, au Danemark, aux Pays-Bas, en Norvège, en Turquie et dans d'autres pays de l'OTAN. La variante Block 2 intègre un autodirecteur radar actif en bande X, combiné à un mode semi-actif, permettant l'engagement de la cible sans illumination continue par le radar de conduite de tir de la plateforme de lancement. Tout comme le RIM 116, ce mode de guidage terminal augmente la flexibilité tactique dans des environnements contestés et saturés, et accroît l'efficacité de l'ESSM contre les essaims de drones, les missiles anti-navires rasant la mer et même les patrouilleurs rapides. La grande différence par rapport au RIM 116 est que l'USSM Block 2 a une portée d'environ 27 milles nautiques et transporte une charge utile beaucoup plus importante. Une ogive à fragmentation de 86 livres, avec une fusée de proximité. Cette portée supplémentaire, associée au même type de fonctionnalité high-tech que le RIM 116, fait de l'USSM Block 2 un choix idéal pour la défense ponctuelle à moyenne portée du porte-avions. Pour la plupart des navires de guerre américains, le Block 2 est conçu pour être logé par groupe de 4 dans une seule cellule du système de lancement vertical MK-41. Mais sur les porte-avions américains, ils sont lancés depuis les systèmes de lancement de missiles guidés MK-29, sur le pont, des lanceurs à 8 cellules, spécialement conçus pour le SSM. La plupart des porte-avions disposent de 2 lanceurs MK-29, offrant un total de 16 missiles ESSM pour la défense rapprochée. C'est une puissance de feu significative pour éliminer toute menace qui parviendrait à passer les défenses antimissiles à longue portée du groupe aéronaval. Mais 16 missiles pourraient ne pas suffire à protéger contre un essaim important de drones ou de missiles. C'est là qu'intervient notre 5e et dernière arme secrète du porte-avions. Les drones intercepteurs Coyote et Roadrunner M. Ces systèmes répondent à l'une des questions les plus cruciales de la guerre moderne des drones, le rapport coût-interception. Il est impensable d'abattre des drones ennemis à 30 000 $ avec des missiles bien plus coûteux. Évidemment, si un drone à 30 000 $ vise une cible cruciale pouvant causer des millions ou milliards de dégâts, il est logique d'utiliser un missile à 1 million de $ pour l'abattre. Mais que faire s'il y a un essaim de drones bon marché, mortel et maniable qui s'approche ? Dépenser tous vos missiles coûteux pour les abattre pourrait ne pas tous les arrêter, mais cela peut laisser vos défenses épuisées. Pour répondre à cette question, nous devons nous tourner vers l'Ukraine. Ayant affronté de grands essaims de drones russes, Shahed-Djeran, chaque nuit pendant plusieurs années, personne n'est plus conscient du problème que les Ukrainiens. Et ils ont trouvé une solution ingénieuse mais totalement pratique. Abattez les drones avec des drones. Et maintenant, le monde entier a suivi le mouvement. La menace des essaims de drones augmente pour la flotte de porte-avions américaine. Les États-Unis en ont eu un aperçu en 2025 lors de leur brève campagne Opération Rough Rider contre les Houthis yéménites, et ont décidé que leur porte-avions devait combattre le feu par le feu, à la manière ukrainienne. Ils ont décidé d'utiliser des drones intercepteurs fabriqués aux États-Unis pour protéger leur flotte, et ont choisi le Roadrunner M d'Anduril et le Coyote Block 2 de Raytheon comme premiers intercepteurs à être intégrés. Le Coyote Block 23 NK est un intercepteur à réaction lancé par tube capable de rester en vol, coûtant environ 100 000 à 125 000 $ l'unité. Le bloc 1 mesure environ 3 pieds de long, a une envergure de juste moins de 5 pieds, un poids de 13 livres et une autonomie d'1 heure. Les spécifications exactes des blocs 2 et 3 ne sont pas précisées, mais il se déplace à 345 miles par heure, une amélioration significative par rapport au bloc 1 qui allait de 63 à 80 miles par heure, et il a une portée d'environ 9 miles. Les versions ultérieures ont été adaptées pour une utilisation navale grâce au lancement en conteneur assisté par fusée du Coyote. Selon la variante, le Coyote peut engager des drones soit avec une ogive à fragmentation explosive de 4 livres, soit avec une charge non cinétique, probablement une charge à micro-ondes de forte puissance, ou une impulsion électromagnétique. La variante non cinétique, le Block 3 NK pourrait être particulièrement utile pour des interceptions à courte portée au-dessus du porte-avions lui-même. Les frappes cinétiques provoquent généralement l'explosion de l'ogive du drone entrant, ce qui peut entraîner la chute d'éclats dangereux en contrebas, dans ce cas sur le pont. Le Block 3 d'NK fait littéralement tomber les drones ennemis du ciel en passant à côté d'eux,
sans aucune explosion ni collision. Encore mieux, après avoir accompli sa mission, il revient, est attrapé dans un filet et peut être réutilisé. Ce n'est tout simplement pas possible avec un intercepteur cinétique. Après tout, ils sont conçus pour exploser à l'impact. Les spécifications exactes du Roadrunner M d'Anduril sont un peu plus difficiles à obtenir. Il mesure environ 1,5 m et est propulsé par 2 petites turboréacteurs à poussée vectorielle. Il possède une ogive hautement explosive, une charge utile 3 fois supérieure, une portée utile à l'aller 10 fois supérieure, et une manœuvrabilité en jet 3 fois supérieure à des produits similaires, selon un communiqué de l'entreprise. À environ 500 000 $, l'unité, il était nettement plus coûteux que le Coyote. Contrairement à la plupart des autres intercepteurs cinétiques, cet intercepteur réutilisable à réaction peut revenir à la base s'il n'est pas utilisé, réduisant ainsi les coûts à long terme. Contrairement au Coyote à lancement en conteneur, le Roadrunner utilise un décollage vertical depuis un hangar autonome de type NID. Si la mission est annulée, il peut revenir et atterrir verticalement sur des jambes rétractables, prêts à être réutilisés. La réutilisabilité, sans aucun doute, a joué un rôle dans la décision de la marine d'opter à la fois pour le Coyote 3NK et le Roadrunner M comme drone intercepteur. Les deux systèmes remplissaient déjà l'exigence de base consistant à fournir une défense en couche, rentable, contre les essaims de drones, à une fraction du coût des missiles traditionnels. Le missile ESSM Block 2 coûte environ 1,5 million $ l'unité, tandis que les missiles SM-2 à plus longue portée affichent un prix d'environ 2 millions $, et les missiles SM-6 coûtent plus de 4 millions $ chacun. Le Roadrunner M coûte presque la moitié du prix d'un RIM 116 et 3 fois moins qu'un ESSM Block 2, et le Coyote est 34 fois moins cher que cela. C'est évident. Mais il y a juste un hic, du moins en ce qui concerne notre classement. Contrairement aux autres armes présentées, les systèmes Coyote et Roadrunner M ne sont en fait pas installés sur le porte-avions américain. En fait, ils sont installés sur les destroyers de la classe Arleigh Burke qui accompagnent les porte-avions américains dans les groupes aéronavals. Cependant, cela n'affecte pas vraiment leur efficacité à défendre le porte-avions. En vol dans une zone menaçante, ils peuvent être rapidement affectés à une menace détectée, réduisant le temps de réaction. À partir de cette position préventive, ils peuvent manœuvrer rapidement pour intercepter une cible assignée, ou même tourner en cercle jusqu'à ce qu'une cible soit acquise, puis revenir se poser sur le navire de lancement si ce n'est pas le cas. Il n'est pas clair pour l'instant si l'un des drones peut être contrôlé par le SSDS du porte-avions. Les deux systèmes sont sans doute utilisés séparément, ou avec leur propre système de conduite de tir dédié sur les destroyers, plutôt que centralisé depuis le porte-avions. Néanmoins, si l'on regroupe ces 5 systèmes d'armes cachées, cela constitue une défense complète à plusieurs couches qui devrait protéger les porte-avions contre toute menace entrante. Ces menaces doivent d'abord passer les missiles longue portée des destroyers qui accompagnent le porte-avions, qui les interceptent jusqu'à 200 miles. Elles doivent ensuite franchir le brouillage de signaux et les attaques électroniques directes du Sedwewi P-Block, 3 débutants à l'horizon ou plus loin. S'ils parviennent à franchir le brouillage, ils devront alors affronter les ESSM Block 2 à environ 27 miles de distance. S'ils réussissent malgré tout, les RIM 116 et drones intercepteurs les attendent pour finir le travail. C'est pourquoi il est pratiquement impossible de couler un porte-avions américain. Il faut d'abord franchir toutes ces couches d'armes cachées mais redoutables avant même de pouvoir essayer. Néanmoins, le puissant porte-avions pourrait de toute façon devenir obsolète. Regardez cette vidéo pour découvrir pourquoi, et merci de votre attention.